La seule fois où j'ai eu une remarque antisémite, et ça c'est la première remarque, mais je n'en ai jamais eu d'autres au lycée, quand j'étais au jardin d'enfants. Parce que c'est à l'époque, on entrait, il y avait un lycée de filles, et où les garçons étaient accueillis jusqu'en 7e. Comme mes sœurs y allaient, elles m'emmenaient le matin, et j'allais au jardin d'enfants à 4 ans, quelque chose comme ça, 5 ans, il y avait la cour des petits. Et je revois toujours une camarade et qui me dit « Ta mère est juive, tu es juive, ta mère mourra en enfer, brûlée en enfer. » Et je suis rentrée en pleurs à la maison, naturellement. Ça doit être probablement à peu près mon plus vieux souvenir d'enfant. Simone Veil. Seul l'espoir apaise la douleur. Un podcast original produit par l'INA, écrit par Léa Weinstein, avec le concours de Dominique Missika. « 11 mai 2006, Brie-sur-Marne. Simone Veil, 78 ans, arrive dans le studio de l'INA. Tailleur mauve, chignon brun, elle prend place sans perdre de temps et fixe la caméra d'un regard vif. Elle est la 101e ancienne déportée à participer à la collecte de témoignages conçue par l'INA et la Fondation pour la mémoire de la Shoah, dont elle est la présidente. Mais ce jour-là, ni présidente, ni ancienne ministre, ni femme publique, Simone Veil témoigne pour l'histoire. Répondant aux questions de Catherine Bernstein, elle se confie sans détour et déploie patiemment tous les fils de sa vie. L'enfance, l'irruption de la guerre, l'enfer des camps, puis le difficile retour. Ce que vous allez entendre est un témoignage inédit. C'est un récit intense, en 4 épisodes, qui suit l'implacable chronologie de la déportation des Juifs de France. Simone Veil raconte tout. Elle ne veut rien éluder. Sa mémoire est précise et sa colère intacte. Seuls ces silences, que nous avons conservés, viennent rappeler qu'une part de cette histoire est restée là-bas, dans ce lieu dont elle n'est jamais vraiment sortie. Simone Veil, seul l'espoir apaise la douleur. Premier épisode, de l'arrestation à la déportation. Nice, 30 mars 1944. La guerre dure depuis 4 ans. Simone Veil a 16 ans. Sous le faux nom de Simone Jacquier, elle vit cachée chez l'une des professeurs de son lycée. Elle vient de passer son bac et sort fêter la fin des épreuves lorsqu'elle est appréhendée dans la rue par des agents de la Gestapo. Je suis arrêtée dans la rue à Nice, dans le quartier qui était d'ailleurs l'ancien quartier où nous habitions, qui s'appelait le quartier des musiciens, et assez près d'ailleurs de l'hôtel Excelsior, qui était l'hôtel où ils mettaient les gens avant d'être dans l'hôtel, avant pas très loin de la gare de SNCF, enfin, ce qui est devenu SNCF. Je ne sais plus si c'était 2 personnes, je crois, une femme et un homme, qui me demandent mes papiers. J'étais avec un camarade, 2 camarades, et qui m'ont demandé mes papiers. Les sorties, n'imaginant pas qu'il y avait un risque. Et ils nous ont emmenés tous les 3 à l'hôtel de la Gestapo qui n'était pas loin, à pied. Et ils m'ont dit, vous avez un faux papier, etc. Je dis, mais non. Et ils m'ont montré toutes ces cartes. Alors je me suis dit, il faut que je fasse prévenir qu'ils changent de carte d'identité et autres. Et je pense qu'ils ont suivi le garçon qui a fait ça. Et j'ai donné l'adresse des gens chez lesquels j'étais en me disant qu'il n'y avait aucun risque que la famille y soit. Et par un hasard vraiment effroyable, ils sont tombés dans l'escalier, enfin, ils ont rencontré les gens qui étaient là. Et en plus, même mon frère, qui n'était pas circoncis, et qui était là, qui n'était ni maman, ni mon frère n'était jamais venu. Ce qui fait que sont arrêtés à peu près à quelques heures d'intervalle votre sœur Madeleine, oui, votre maman, et mon frère. Et votre frère. Et vous vous retrouvez tous les 4 à l'Excelsior. Et on se retrouve tous les 4 à l'Excelsior. Où on est resté
Une petite semaine, oui, une semaine. On restait en général une semaine. Enfin, on restait pas une semaine, c'est-à-dire on prenait le jour auquel on était arrêté dans la semaine, puisque c'était en fin de semaine, je crois que ça devait être le samedi, qu'il y avait un wagon qui était réservé. Un wagon, là, les gens quittaient un wagon, wagon ordinaire. Où là, ils faisaient aussi une espèce de chantage en disant s'il y en a un qui s'évade, les autres dans le même compartiment sont tués. En fait, si on avait imaginé ce que c'était, on aurait... dans l'hôtel, chaque jour, ils ramènent soit des gens qui ont été arrêtés chez eux, soit des gens qui ont... Ouais, à Nice, ils ont beaucoup fait ça, d'arrêter dans la rue. Sans grande rafle, comme ça, au hasard. Dans l'hôtel, vous êtes dans une chambre juste tous les 4 ou il y a d'autres... Quelles sont les conditions de... On peut être tous les 4. Comme c'était des chambres d'hôtel, peut-être qu'il y avait une ou deux personnes, je ne sais pas. On était par terre, sur des matelas. On était convenablement nourris. Et avec, assez curieusement, les SS qui étaient là, il y en avait un qui était un Alsacien et qui était très gentil. Est-ce qu'on ne lui a pas fait faire une commission? Pas, je crois pas. Enfin, qui était très, très malheureux d'être là. D'ailleurs, très souvent, les Alsaciens ont été dans les SS. Et à ce moment-là, dès le lendemain, on est incité, je ne dirais pas autorisé, mais incité à écrire pour demander, faire envoyer ce dont nous avons besoin. Et maman écrit à son amie italienne, puisque c'est une italienne non seulement catholique, mais en plus de famille très, très convenable au point de vue des... Bon, le mari est médecin. Et elle sait où trouver, soit par Antoinette, soit par la chambre d'affaires. D'ailleurs, on ne demande pas grand-chose, enfin, des vêtements chauds, couvertures, parce que les Allemands nous incitaient à demander le maximum de choses, puisque de toute façon, c'était destiné à être récupéré. Et là, donc, ne sont pas arrêtés votre père et votre grand-mère qui, eux, sont toujours à Nice. Qui sont ensemble. Ils sont ensemble justement chez les Boletti. Ils sont 2 frères, qui avaient tous les 2 été d'ailleurs à des moments différents successivement dessinateurs chez nous, enfin chez mon père, et qui vraiment sont des gens qui n'ont pas un grand logement et qui garderont ma grand-mère jusqu'à la Libération. Et à la Libération, mes oncles et tantes rentrant de Suisse, à la Libération de la France, iront la chercher à Nice et elle ira à Paris. Mais jusque-là, elle reste chez eux. Et donc vous restez à peu près une semaine à l'hôtel Excelsior avant... Oui, ou 4-5 jours, je sais plus quel jour on a. Je vous dis, je crois que les trains, il y avait un train une fois par semaine. Enfin, ils remplissaient un wagon une fois par semaine. Il leur fallait leur wagon une fois par semaine. Mais je ne sais plus, peut-être 4-5 jours seulement. Ça n'a pas été très long, on n'est pas resté très longtemps. Vous gardez des souvenirs de ce voyage entre Nice et Drancy? C'était un voyage relativement confortable, puisque c'était un wagon qui était un wagon ordinaire raccroché à un train ordinaire. Alors simplement, aux 2 bouts de truc, c'était gardé par les SS. Puis la consigne de dire si, avec soi-disant un responsable par compartiment, pour le cas où il y aurait une évasion, et puis les sentinelles qui font, pendant le trajet, qui se tiennent au bout dans les arrêts de gare, puisqu'il y a les arrêts ordinaires, le reste du temps font les sentinelles, mais où de toute façon, personne, quand des jeunes, si un jeune a une velléité de s'évader, les autres disent, alors on va tous être, voilà. Alors que probablement... la garde n'était pas tellement serrée et que certains auraient pu s'évader. Mais ça a été vrai même pour les gens qui sont partis en wagon. Alors, à Bessieux, c'était nettement plus difficile. Enfin, les gens auraient eu aussi le chantage fait sur les autres, et toujours un chantage très, très lourd. Je ne sais pas, est-ce qu'on parlait déjà de Drancy? Oui, je pense que oui. Mais on ne pense pas beaucoup plus loin que Drancy. On se dit, on va aller travailler dans des camps, etc. On n'imagine pas...
Mais même dans les wagons ensuite, même quand on est à Drancy. Vous arrivez à Drancy, d'après mes notes, le 7 avril 1944. Vous vous rappelez des premières impressions que vous avez eues? Me semble pas. Enfin, c'est grande pièce, c'est sinistre, c'est bon. On reste ensemble le plus possible. On n'a pas travaillé du tout, on n'a pas été affecté à un quelconque travail parce qu'on savait qu'on était destiné à partir très vite. La seule question qui se pose, c'est que très vite, on apprend que les jeunes gens ne partent pas et on dit que, enfin les chefs du camp, qu'ils vont rester en France pour travailler pour l'organisation Todt. Alors comme on n'est pas du tout sûr de ce qui se passe après Drancy pour nous, on n'essaye pas du tout de dire à notre frère, au contraire, on dit s'il y en a un qui reste, si vous devez rester en France, si les hommes doivent rester en France, il vaut mieux rester. Et donc, il reste à Drancy. Enfin, du moins, ça se décide la veille. C'est la veille, au moment où les gens qui partent dans le convoi le lendemain matin tôt sont avertis, ils disent que les jeunes gens, enfin les hommes de moins de 50 ans et les jeunes gens à partir de 18 ans restent. Et c'est comme ça que mon frère reste à Drancy et n'est pas déporté à Auschwitz. Et quant aux autres, quand on part, on dit on va travailler. Est-ce qu'on va travailler en Allemagne? Enfin, on ne sait pas où. Mais très certainement, on peut penser que parmi les responsables juifs du camp, certains doivent se douter de ce qui se passe. On dit on va à Pitchpoy, voilà, on ne sait pas. Alors est-ce que c'est l'Allemagne? Est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est la Pologne? Est-ce que c'est... Mais d'abord, on pense qu'on va rester en famille. On ne pense pas qu'il y aura une séparation. Personne à ce moment-là n'imagine ou évoque la chambre à gaz, des choses comme ça. Vraiment personne. Alors on se dit, il y en a, bon, ça sera dur, on travaillera, on rentrera, on ne travaillera pas pour les enfants. Enfin, on n'imagine pas. Vous partez avec le convoi 71 le 13 avril 1944. Parmi, il y a 1480 personnes, dont d'ailleurs j'ai vu plusieurs enfants, des enfants d'Isieux. Vous êtes dans le même wagon que votre mère et votre sœur? Oui. Oui, toutes les trois et tout à fait ensemble. Enfin, oui. On est toujours restés ensemble, toujours. On n'a jamais été séparés. Je dirais que la seule fois où nous avons été séparés, parce que même à un moment, assez longtemps, j'ai travaillé à l'extérieur, à Bergen-Belsen, à l'extérieur enfin, il y a des camps un peu séparés, il fallait passer des barbelés, des contrôles, c'était à Bergen-Belsen, mais je rentrais toujours le soir. Une fois la journée finie, je rentrais. Et la seule fois où je ne suis pas rentrée, je crois, peut-être 2 autres fois, parce qu'on avait travaillé jusqu'à minuit à la cuisine à cause des bombardements, enfin on n'avait pas pu rentrer, mais sans ça, la seule fois où je ne suis pas rentrée voir ma sœur, c'est le jour de la libération. Par les Anglais. Sans ça, on est toujours restés, on a toujours été ensemble dans les convois. Ouais. Et quels sont les souvenirs qui vous restent de ce transport, de ce voyage? D'abord, c'est la place. C'est la place pour s'asseoir et pour essayer de dormir. Peut-être plus que... Bon, puis il y avait les tinettes, il y a
Est-ce qu'il faut manger ce qu'on a ou est-ce qu'il faut en garder? Qu'est-ce qu'on aura ensuite? Parce que quand on part, on a tout de même, on part avec du pain, je sais pas, un certain nombre de choses et on se dit qu'est-ce qu'on aura là-bas? Est-ce que, alors il y a les théories de ceux qui mangent tout en disant c'est toujours ça, ceux qui veulent garder. Enfin bon, d'essayer de voir où on s'arrête par la petite lucarne toute petite, et là, donc de se rendre compte assez rapidement, enfin dès qu'on est sorti de France, qu'on traverse l'Allemagne. À ce moment-là, mois d'avril, je dirais qu'il fait ni froid, enfin au point de vue température, c'est ni froid ni chaud, mais des gens qui sont malades, des bébés qui pleurent, et que nous, on essaye de se tenir ensemble dans un coin. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Simone Veil. Seul l'espoir apaise la douleur. Un podcast original en 4 épisodes, produit par l'INA. Réalisé par Make Some Noise. Écrit par Léa Weinstein, avec le concours de Dominique Misica. Avec la voix d'Isadora Darcial, musique originale, Michael Lio. Ce podcast a été réalisé à partir du témoignage de Simone Veil, recueilli par Catherine Bernstein le 9 mai 2006, dans le cadre de Mémoire de la Shoah, une initiative de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et de l'INA. L'intégralité du récit de Simone Veil est disponible en librairie dans Seul l'espoir apaise la douleur, une coédition Flammarion-INA, et en vidéo sur le site des grands entretiens de l'INA, entretien au pluriel.ina.fr.